Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde et les télévisions locales. Aujourd'hui, l'invité politique, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDI et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Jean-Christophe. Et bonjour Nathalie Moret du groupe EBRA qui représente l'Est républicain et la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Je la mets immédiatement et on va expliquer pourquoi. C'est au profit de l'Institut Curie contre le cancer aujourd'hui que nous avons tous revêtu sur ce plateau cette jolie fleur. Oriane Mancini, Nathalie Moret, une jonquille jaune. Voilà, aujourd'hui, les retraités sont dans la rue et les syndicats de la SNCF se réunissent pour décider d'une grève nationale. Le Maine Libre titre ce matin retraite. Pourquoi ils battent le pavé? Jean-Christophe Lagarde, est-ce le début d'un printemps social en France? Ça, je ne saurais pas le dire. Pour ce qui concerne les retraités, je reconnais que je les comprends. Je les comprends. Nous avons combattu la hausse de la CSG. Et pourquoi? C'est que s'il y a besoin d'alléger les charges sociales dans notre pays pour permettre aux entreprises d'être compétitives et de créer de l'emploi, on n'a pas le droit, c'est ce que l'UDI a toujours défendu, pendant la campagne électorale, après la campagne électorale, on n'a pas le droit de faire porter l'effort uniquement sur les retraités, parce que tous les autres sont compensés. Les salariés sont compensés, tout le monde, en dehors des élus d'ailleurs, accessoirement, pas grave. Il n'y a que les retraités. Et les retraités, c'est pas juste. D'abord parce qu'ils n'ont pas de moyens de se protéger. Si vous êtes salarié, vous pouvez faire des heures supplémentaires, vous pouvez prendre un deuxième petit boulot à côté. Mais quand vous êtes retraité, la perte du pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas la compenser. Et je pense même, pour tout vous dire, que les feuilles de retraite arrivant fin janvier, fin février, le gouvernement, ou en tout cas une partie de la majorité, est elle-même surprise de l'impact que ça a. C'est beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, retraité par retraité. Donc évidemment, les retraités ont raison. Et nous avons toujours préféré, plutôt que de faire porter ça uniquement sur les retraités, de dire que les charges sociales, elles devraient être transférées vers un impôt consommation et pas en réduisant les pensions de retraite de nos anciens. Contribuer à l'effort national que demande Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Mais pas seul. Contribuer à l'effort national, oui, mais pourquoi eux seuls? Mais il y a la hausse du minimum vieillesse, il y a la disparition annoncée de la taxe d'habitation. Il ne faut pas mélanger les choses. Les gens qui sont au minimum vieillesse, de toute façon, ils ne payaient pas la CSG. Enfin, ils n'étaient pas visés par l'augmentation de la CSG. Ça veut dire que c'est qu'une certaine catégorie de retraités qui est touchée. Parce que ce sont des riches et des privilégiés quand ils ont plus de 1 200 € de retraite par mois. C'est ça la question qui est posée. Et moi, je considère que ça n'est pas juste. Je pense même que ça n'est pas efficace. Parce que quand nous parlons, nous, d'un impôt sur la consommation, c'est-à-dire en réalité de la TVA sociale, ça permet de faire payer une partie de ce que nous consommons comme santé, comme retraite, comme chômage, bref, de nos coûts sociaux. Ça les fait payer en partie par ce qui est produit à l'étranger. Ce n'est pas le cas de la CSG, ça ne pèse que sur les Français, et en l'occurrence, là, que sur les retraités français. Et quand vous parliez de la taxe d'habitation, on a souvent dit que la taxe d'habitation va être une compensation. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que la taxe d'habitation, elle va être supprimée pour tous les Français. Tous les Français. Et ceux qui payent l'augmentation de la CSG, c'est seulement cette portion-là de retraités. Alors l'autre front social, c'est la réforme ferroviaire, la réforme de la SNCF. Le recours aux ordonnances a été validé hier en Conseil des ministres. Est-ce que c'est la bonne méthode pour faire passer cette réforme selon vous ? Moi, j'aime pas les ordonnances, mais je reconnais que quand on voit l'archaïsme de la CGT et de quelques syndicats à l'intérieur, c'est sans doute nécessaire. Vous voyez bien le cinéma qui est en train de se mettre en place. C'est le même depuis 40 ans. On entend les mêmes mots, et j'avoue que ça me gonfle. On entend encore la CGT qui va parler d'attaque. Il n'y a aucune attaque, on va revenir sur le fond de la réforme. De privatisation, il n'y a pas de privatisation, c'est un mensonge. Qui nous explique qu'ils vont faire grève par procuration pour les usagers, alors que le coût d'un voyage SNCF en France, c'est 30% de plus que ce qu'on trouve dans les pays comparables aux nôtres. Donc c'est pas pour les voyageurs, c'est même pas pour la sécurité, parce que le coût de l'organisation de la SNCF, du statut et de l'organisation de la SNCF, ça empêche aujourd'hui d'investir pour la sécurité des lignes, pour l'infrastructure, alors même que l'entreprise est surendettée. Donc évidemment qu'il faut faire évoluer. Et c'est une réforme, mais entre nous, elle est bien modeste. C'est une réforme qui est nécessaire parce qu'il y a ouverture à la consommation, à la concurrence, pardon. Et donc, on fait une société à la place de l'organisation actuelle. Ça change rien à la vie des cheminots. Et le gouvernement, quand je dis la réforme est modeste, il a même pris la précaution de faire en sorte que les cheminots d'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent à la SNCF, rien ne change pour eux. Rien.
ni sur leur statut, leur garantie d'emploi, leur rémunération, leurs primes. Il y aurait sans doute des changements à faire. Non, rien. Donc la réforme, elle est bien modeste. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de grève dure, selon vous ? Il y aura peut-être une grève dure, mais pas du tout pour la réforme. C'est à ce moment-là une volonté politique de la CGT et de quelques syndicats de cheminots de se faire une concurrence entre eux, parce qu'il y a des élections l'an prochain à l'intérieur de la SNCF, et nous serions les otages de ça. Je voudrais vous dire quand même une chose. Il faudrait être gonflé pour faire une grève dure, alors qu'il n'y a aucun changement pour les cheminots d'aujourd'hui, que le statut ne changerait que pour ceux qui seraient embauchés demain. Il n'y a même pas de changement sur quelque chose qui était assez symbolique. Il y a 1 million de personnes, cheminots et autour des cheminots, qui voyagent gratuitement dans notre pays. Les parents, les enfants et même les proches des cheminots. Il n'y a rien qui change pour eux. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, Jean-Christophe ? Qu'est-ce qu'une bonne réforme de la SNCF et pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, qu'on n'aille pas nous faire le coup de la grève par procuration. Qu'est-ce qu'une bonne réforme de la SNCF pour vous ? Parce que vous dites que ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? Je pense qu'il y a... Non, je n'ai pas dit que ça n'allait pas assez loin, je dis qu'elle est bien modeste. Donc c'est pas la peine que les syndicalistes viennent nous faire attention, on nous égorge, on nous privatise et on nous massacre. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Bon, voilà. Et il y a 3 choses à faire. Effectivement, il faut que ça devienne une société anonyme pour que on puisse... L'État y restera majoritaire, il n'y a pas de privatisation, mais qu'on puisse s'adapter à la concurrence. Sinon, vous savez ce qui se passe, c'est que tout est en train de se transférer en direction des bus, parce que le train est inadapté et trop cher. C'est pas ça, c'est de la privatisation réelle. Quand on fige la situation de la SNCF et qu'on laisse se développer le transport en car à côté, parce que la SNCF sait plus y répondre, voire quand c'est la SNCF qui organise les lignes de bus pour ne plus prendre le train. C'est quand même un comble. Bon. Et donc vous avez, première chose. Deuxième chose, il faut que le statut des cheminots évolue, évidemment pour l'avenir, mais aussi qu'il y ait plus de polyvalence. Aujourd'hui, ce qui coûte très cher, c'est que finalement, un cheminot dans son emploi, il est cantonné à faire ça. Et quand vous regardez ailleurs, il fait plusieurs choses, pas qu'une chose. Et c'est pas un drame, et c'est ce qui arrive dans toute la société française et dans toutes les sociétés privées, évidemment. Et la troisième chose, mais c'est pas dans le cadre de cette réforme-là, c'est qu'il faut, mais ça, moi je l'ai dit, que la retraite soit la même pour tout le monde en France. Ça concerne pas que les cheminots, ça concerne les agriculteurs. Ça viendra après, c'est pas dans cette réforme-là. Je dis ça parce que je vois bien comment s'organisent les syndicats. Ils essayent de tout empiler, de tout mélanger pour faire une grève dure, pour prendre les Français en otage et pour une fois de plus bloquer. Mais vous la voterez quand même, cette réforme ? Sauf qu'à force de bloquer, s'ils arrivent à bloquer une fois de plus, la SNCF, elle va crever. Vous la voterez quand même ? Cette réforme ? Je voterai pour les ordonnances. J'aurais préféré le dialogue social, mais je constate que personne ne joue le jeu du dialogue social, puisque les syndicats sont repartis dans l'outrance, dans l'exagération et dans le même cinéma que d'habitude. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, notre invité politique sur ce plateau en direct ce matin. Jean-Christophe Lagarde, dans l'actualité, la révision constitutionnelle. Édouard Philippe a terminé hier les consultations des parlementaires. Vous avez été reçu aussi par le Premier ministre. Dans quel état d'esprit est-il, le Premier ministre ? Vous l'avez trouvé comment ? L'UDI a été reçu par le fait que j'ai été reçu et que mon ami Hervé Marseille, président du groupe au Sénat, l'a été également. On nous a explosé la situation. Disons les choses clairement, nous sommes pour une réforme des institutions, une modernisation des institutions. On veut une loi qui soit plus efficace, plus rapide, plus à l'écoute aussi de la population, c'est-à-dire des parlementaires, qui sont les seuls à rencontrer les Français. Les ministres, ils ne rencontrent pas les Français. Le président de la République, il n'en a plus l'occasion depuis qu'il est à l'Élysée, ou en tout cas, tout ça est tellement encadré. Mais il faut, en même temps, si j'ose dire, que la réforme constitutionnelle, elle permette de faire progresser notre démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans une monarchie élective. Et le Parlement n'a quasiment aucun pouvoir, trop peu de pouvoir. Et on a décidé que le Parlement, maintenant, il était à mandat unique, que les parlementaires, ils faisaient que ça. Alors il faut leur redonner des responsabilités, il faut leur redonner du pouvoir. Et il a entendu ça, le Premier ministre ? Je lui ai expliqué, je pense qu'ils sont ouverts à la discussion, en tout cas. Je vous prends 1 ou 2 exemples. Pourquoi un groupe parlementaire, il peut une seule fois par an, pas 2, ça serait dangereux, faire des propositions de loi. C'est-à-dire prendre ce qu'il entend sur le terrain et dire voilà comment on pourrait améliorer la vie des Français une fois par an. Est-ce que c'est vraiment un Parlement ? Des commissions d'enquête une fois par an. Mais partout dans le monde, dans les démocraties, le Parlement, il enquête pas forcément pour faire le procès du gouvernement, pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, j'avais conduit une commission d'enquête sur la grippe A pour voir comment on pouvait améliorer en cas de risque vaccinal, de risque pandémique, le système de vaccination. Donc, donnons des responsabilités au Parlement. Mais quelles sont vos lignes rouges ? À la ligne rouge absolue. J'entends bien vos propositions sur le contrôle du gouvernement, mais vos lignes rouges, par exemple... Ligne rouge absolue, elle est évidemment sur le droit d'amendement. On ne peut pas limiter le droit d'amendement, sinon dans ces cas-là, on supprime le Parlement. Pas la peine d'avoir un Parlement. Si vous en fonction de la taille des groupes. Il faut quand même que les Français comprennent. Le gouvernement concocte une loi. On a déjà rarement l'occasion d'en proposer nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a comme droit par rapport à un Français ?
et en représentant les Français, c'est proposer de modifier la loi en question. Si vous avez même plus ce droit-là, on peut rentrer chez nous, c'est plus la peine d'avoir un Parlement. Mais je crois que cette affaire va vite faire long feu. C'était quoi? C'était de l'affichage? Oui, je crois que c'était un peu d'affichage, ou la tentation de tout exécutif d'aller parfois un peu trop loin. Moi, je dis au contraire, pour que la réforme puisse être utile, il ne s'agit pas seulement de savoir comment on l'adopte, faites en sorte de rééquilibrer un peu les choses. Personne ne veut que le pouvoir soit paralysé, mais rendre le Parlement inutile, c'est absurde. Voilà. Sur la limitation du cumul des mandats dans le temps que l'exécutif veut limiter à 3, vous êtes chef de l'UDI, un parti d'élus, est-ce que vous y êtes favorable? Mon ami Hervé Marseille a dit que ce n'était pas un tabou, et il a raison, et je vais vous dire une opinion personnelle, je trouve ça stupide au fond. Qu'est-ce qu'on veut? Limiter le choix des électeurs? Est-ce qu'on prend les Français pour des imbéciles? Est-ce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de savoir s'ils veulent qu'un mandat continue ou s'arrête? Alors, ils veulent le faire pour les parlementaires, c'était dans le programme du président de la République, les Français l'ont choisi. Bon, pourquoi pas? C'est pas un tabou. Sur les maires, je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous avez un bon maire, pourquoi on vous oblige à le changer? Et puis, comme on se rend compte qu'il y a plus... une exception pour les maires de communes de moins de 3 500 habitants. Comme on se rend compte qu'il n'y a plus assez de maires, eh ben on dit en dessous de 3005, ils vont pouvoir faire 6 mandats, 10 mandats, et en dessous... Au-dessus de 3005, pardon, ils ne peuvent plus. Laissez les Français choisir. Parce qu'à force de contraindre, on met la parité, c'est une bonne chose. On met maintenant la limite dans le temps. On va mettre d'autres règles. Il va falloir être roux, blond, grand, petit, gros, gras, etc. À un moment donné, vous savez, je pense qu'il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles et les laisser choisir. Mais si on résume, vous êtes favorable pour les parlementaires et pas pour les élus locaux, c'est ça? Je dis simplement que sur les parlementaires, les Français l'ont accepté. Je ne suis pas sûr que l'idée soit géniale, mais pourquoi pas. Sur les élus locaux, laissez les Français choisir. Ça fait en plus partie des mandats dont les Français savent comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, qui sont à portée de main, si j'ose dire. Donc, quand ils ont envie de changer un élu qui est mauvais, ils le changent. On sent que c'est l'ancien maire de Drancy, un peu frustré d'avoir laissé sa mairie qui parle. Et quand même, sur, par exemple, la proportionnelle, on dit que le gouvernement, Emmanuel Macron, est favorable à une dose proportionnelle. On parle 10%, on parle de 25%. Si c'est 10%, Jean-Christophe Lagarde, en clair, à quoi ça sert? Si c'est 10%, je ne voterai pas ça parce que c'est se foutre du monde et que ce n'est pas une proportionnelle. D'accord, donc pour vous, c'est quoi? Disons les choses clairement, il y aura 400 députés, 10% ça veut dire 40, ça veut dire que si vous faites 10% des voix, vous avez 4 députés. 1% de l'Assemblée nationale. 10% des voix, 1% de l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez compris. Donc si c'est ça, c'est se foutre du monde et je ne participerai pas à ça. Je crois que le bon équilibre, c'est d'abord de réduire le nombre de parlementaires, non pas d'un tiers, mais d'un quart. Moins 25% de parlementaires. Ça nous amène autour de 440 à l'Assemblée, je ne sais plus exactement le chiffre au Sénat. Et la deuxième chose, c'est 20% de proportionnel à minimum, entre 20 et 25. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous avez à la fois la possibilité de dégager une majorité qui peut gouverner, et en même temps de représenter les opinions de façon correcte. Et je vais même vous dire, moi je suis ouvert à un changement du mode de scrutin majoritaire. Puisque dans ce qui se dessine, il y a un mode de scrutin proportionnel, puis on maintient le mode de scrutin majoritaire. Eh bien, je pense que pour pousser aux accords et déterminer les majorités, nous aurions intérêt à innover en France, à avoir un mode de scrutin majoritaire au premier tour. Vous arrivez en tête, vous êtes élu, comme en Grande-Bretagne. Et un mode de scrutin à la proportionnelle qui vient corriger les effets du scrutin majoritaire. Là, on serait cohérent. C'est une proposition que vous allez faire. Oui, on serait cohérent pour une fois. Oriane Mancini, on parle un peu de l'UDI ou Nathalie Moret? Oui, absolument. Vous serez réélu samedi à la tête de l'UDI. Il n'y a aucun suspense puisque vous êtes le seul candidat. Est-ce que votre parti, l'UDI, est aujourd'hui moins fort puisqu'on a vu qu'il y a eu une réconciliation des radicaux de gauche et du Parti radical, que l'Alliance centriste est du côté maintenant de La République en marche? Est-ce que l'UDI a perdu son poids politique? Pourquoi vous êtes le seul candidat aussi? C'est une bonne question. Eh bien justement, je pense que tout le contraire, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, pas le fait que je sois le seul candidat. L'un d'entre eux voulait être candidat, il a fini par renoncer. Bon. Louis Giscard d'Estaing. J'y peux pas grand-chose, permettez-moi de le dire. Bon. Ça vous déplaît parce que j'aurais préféré qu'il soit candidat, parce que ça permettait un débat. Bon. Le débat a lieu sans lui, il aura d'ailleurs lieu après, parce qu'on a pas mal de choses à débattre également. Mais non, c'est tout le contraire. Le parti, il s'est unifié. Il s'est simplifié et il s'est libéré. Il s'est unifié parce que c'était une multitude de chapelles, toutes plus petites les unes que les autres. Ceux qui sont partis, en réalité, représentent quelques dizaines de personnes. Bon, les autres se sont unifiés. La plupart des radicaux sont restés. L'Alliance centriste, c'était moins de 400 personnes en France. Pour vous donner à peu près le nouveau centre d'Hervé Morin. Il n'y a pas de drame. Pareil, c'est exclusivement normand, donc sans grand intérêt. La réalité, c'est que
pour dire les choses comme je les pense. Ça permet à notre parti de fonctionner. Et aujourd'hui, vous avez une cinquantaine de parlementaires, des centaines de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, qui ne passent plus leur temps, quand ils ont des réunions, à se poser des questions internes, mais à se poser des questions qui intéressent les Français. C'est un parti qui est unifié et simplifié et libéré, parce que le rapport avec la droite a changé. Depuis 60 ans, nous étions les alliés de la droite. 60 ans. Pourquoi d'ailleurs principalement? Parce qu'à gauche, il y avait des socialistes alliés aux communistes. Et aujourd'hui, vous êtes les alliés quand ils avançaient des propositions teintées de marxisme. Aujourd'hui, la droite, elle court derrière l'extrême droite. Monsieur Wauquiez passe son temps à chercher à imiter Marine Le Pen. Je pense même que ce qui va lui arriver, à force de chercher à l'imiter, c'est pas de manger l'électorat de Marine Le Pen, comme il le pense, c'est d'offrir le sien à Marion Maréchal Le Pen, qui succédera à un moment ou à un autre à Marine Le Pen. Mais je dis surtout, la droite, de mon point de vue, ça n'est pas ça. Pardon, Jacques Chirac, Alain Juppé, quelques autres, ça n'est pas ça. Tant et si bien qu'il y en a beaucoup qui s'en vont. Et le rôle de l'UDI, c'est naturellement d'incarner le centre, mais aussi la droite de progrès. C'est d'incarner toutes celles et tous ceux qui sont capables de travailler, y compris en tendant la main à Emmanuel Macron quand il dit la même chose que nous. Je trouve catastrophique pour la crédibilité politique. Tous ces gens qui disent le contraire aujourd'hui de ce qu'il disait hier sous prétexte que Macron... Moi, je suis très content que Macron ait repris des propositions qui sont les nôtres sur l'Europe. Je suis ravi qu'il mette en œuvre... Est-ce que vous lui tendrez la main pour les européennes à Emmanuel Macron? Est-ce que vous lui tendrez la main pour les européennes? D'abord, je vais tendre mon programme avant de tendre la main. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron sur les européennes, mais il y a des choses que nous disons qu'il ne dit pas. Par exemple, je pense que nous avons besoin d'une police fédérale, d'un FBI européen, pour traquer les terroristes et les grands trafiquants. Parce qu'aujourd'hui, les frontières, elles arrêtent les policiers, elles arrêtent les magistrats, mais elles n'arrêtent pas les autres. Je pense que nous avons besoin d'une stratégie industrielle et commerciale commune pour que l'Europe nous protège contre les États-Unis, l'Inde, la Russie. Je pense qu'on a besoin de réaffirmer des souverainetés. On vient de voir ce qui se passe avec les Russes. Et même si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, j'invite tous les gouvernements à être solidaires. Qu'un État assassine quelqu'un sur notre territoire avec des moyens militaires, c'est un acte de guerre. Bon, voilà, je pense que l'Europe est un moyen de reconquérir des souverainetés. Et je souhaite... Du coup, un accord programmatique est possible avec La République En Marche? Et nous souhaitons pour le compte porter un projet fédéraliste. S'il faut le faire seul, nous le ferons seul. Si d'autres veulent y adhérer ou veulent y participer, on verra. Et c'est une décision qu'on prendra, pour dire les choses, à la fin de cette année. Mais on va d'abord parler du programme. Jean-Christophe Lagarde, vous arrive-t-il de parler encore avec Emmanuel Macron? Vous le faisiez quand il était en campagne. Vous le jugez comment, le président de la République? Vous pensez qu'il est déconnecté des territoires, comme beaucoup d'élus en font la critique? Oui, je serais prudent, parce que le problème des élus que nous sommes, c'est qu'on juge l'instant, et le président, son travail, c'est de juger le temps long. Juger comment? D'abord, je le juge courageux sur un certain nombre de réformes, et je suis agréablement surpris quand il transforme la formation professionnelle, qui aujourd'hui profite à tout le monde, sauf à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les ouvriers qui cherchent du boulot et qui n'ont plus les compétences ou les qualifications pour trouver du boulot. Je trouve que quand il est sur l'apprentissage, il dit ce que nous disons depuis 15 ans, donc je ne vais pas dire le contraire. Je pense qu'il commet des erreurs. Je pense par exemple cette histoire des 80 km/h est une erreur. Vous savez, vous parliez de réforme de la Constitution. Moi, je me suis battu il y a 10 ans, en 2008, pour qu'on mette les référendums d'initiative populaire. Ils sont toujours pas mis en œuvre. Ils sont dans la Constitution. On les a pas mis en œuvre. Bah, la première des choses, c'est de les mettre en œuvre. Et s'il y avait des référendums d'initiative populaire, les 80 km/h, on n'en parlerait même pas. Alors globalement, parce que la bonne solution, le jugement sur Emmanuel Macron, je pense qu'il est en train d'évoluer. Au lendemain de sa victoire, lui et sa majorité. Au lendemain de sa victoire, ils n'écoutaient qu'eux-mêmes. Mais comme l'ont fait l'UMP, le Parti Socialiste dans leur temps, ils avaient raison en tout parce qu'ils avaient gagné les élections. Ils ont fait des erreurs, on parlait de la CSG tout à l'heure, je viens de dire les 80 km/h, mais je trouve, en tout cas dans le travail que nous essayons de faire, qu'ils commencent à être plus à l'écoute et qu'il y a des propositions qu'ils font. Et vous savez que le Sénat a adopté une proposition de loi que nous faisions pour mieux contrôler les écoles privées hors contrat, avec toutes les dérives et les dangers. Et le groupe La République En Marche vient de reprendre à l'Assemblée nationale, à notre demande, cette initiative qui sera adoptée. Je trouve que si pour une fois, une majorité arrive à travailler comme c'est notre cas, avec des partenaires libres, on ferait un progrès démocratique, on rendrait le Parlement utile. Merci Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes le président de l'UDI, d'avoir été notre invité politique ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Nathalie Moret, merci Oriane Mancini.